Bon, bonjour. Bonjour. On s'était arrêté la semaine dernière, c'était pas avec vous, c'était avec d'autres. Mais bon, vous avez regardé les vidéos? Vous avez regardé la vidéo ou pas? Bon. Ok, d'accord. Bon, donc on regardait des statistiques autour du PIB et on essayait de réfléchir à la question de la manière de mesurer avec des données trimestrielles des taux de croissance qui étaient des taux de croissance annuels. Donc le point important qu'il faut bien se souvenir, c'est que le PIB, c'est une donnée de flux dans le sens où, lorsque vous voulez avoir un PIB annuel alors que vous avez des données trimestrielles, eh bien, il vous faut additionner tous les PIB qui sont réalisés chaque trimestre. On est d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une donnée de flux. Ça n'a évidemment pas de sens. Une donnée de flux, c'est quelque chose que vous mesurez dans le temps, au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Donc si vous voulez trouver la production annuelle ou le PIB annuel, il vous faut simplement additionner les PIB trimestriels. On est d'accord? Donc, du coup, vous voyez que sur mon tableau ici, on avait déjà étudié, hein, on nous présente les données qui sont des données trimestrielles du PIB, mais vous comprenez que les données trimestrielles sont indiquées en ligne, correspondant à chacun des trimestres, et les années sont indiquées en colonne. D'accord? Donc, s'il y a 549 dans une case, ça signifie que, typiquement, au 4e trimestre de l'année 2015, entre le 1er septembre et le 1er janvier de l'année 2015, c'est ça, 1er septembre, ouais. Non. Entre le 1er octobre, excusez-moi, et le 31 décembre de l'année 2015, on a produit 549 milliards. Donc vous avez compris aussi que si vous cherchez à avoir un PIB annuel, il vous faut simplement faire la sommation. Il faut simplement faire la sommation des PIB trimestriels pour obtenir les PIB annuels. Autrement dit, si vous additionnez sur l'année 2015 les différents PIB, vous faites 4 fois l'opération, vous obtenez quelque chose, dont le résultat est ici, qui est ce qu'on appelle le PIB annuel de l'année 2015, réalisé du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Donc, de la même manière, vous voyez que si vous prenez la moyenne sur les 4 trimestres de 2015 de ce qui a été produit à chaque trimestre, vous obtenez un nombre qui est ce qu'on appelle la moyenne des PIB trimestriels, la moyenne des PIB trimestriels, et vous comprenez que la moyenne des PIB trimestriels, c'est simplement le PIB annuel divisé par 4. D'accord? C'est simplement le PIB annuel divisé par 4. Donc, pour calculer le PIB annuel, vous devez sommer évidemment les PIB trimestriels, et si vous voulez faire la moyenne des PIB trimestriels, vous obtenez une grandeur qui est simplement le PIB annuel divisé par 4. OK? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, en regardant ces données, c'est de réfléchir à ce que pourraient être des mesures du taux de variation d'une grandeur comme le PIB en utilisant ce type de données. Ce que l'on cherche, c'est un taux de variation annuel. Un taux de variation annuel. Donc vous avez compris la problématique. C'est que si je cherche un taux de variation annuel, c'est la variation sur une durée de 1 an. La question, c'est la variation de quoi? Est-ce que vous allez regarder la variation du PIB trimestriel mesuré sur 1 an? Dans ce cas-là, ça consisterait, je ne sais pas, à comparer le premier trimestre 2015 au premier trimestre de 2014. D'accord? Donc voilà, ça serait la variation du PIB trimestriel sur 1 an. Ça peut être intéressant, mais ça n'a pas un grand sens. Vous allez regarder, comparer le premier trimestre d'une année au premier trimestre d'une autre année. Pourquoi pas? À une distance de 1 an. Ça peut mesurer une variation annuelle, mais d'un PIB trimestriel, et bien sûr, on pourrait faire ça à chacun des trimestres. Au premier trimestre, au second trimestre, au trimestre, etc., à chacun des trimestres. Donc, faire la variation annuelle du PIB trimestriel n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, c'est que... Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est, en fait,
Et c'est ce qu'on propose ici, c'est de vous dire, mais finalement, ce qui est intéressant, en calculant un taux de variation annuel, c'est de calculer un taux de variation annuel de la moyenne annuelle. Un taux de variation de la moyenne annuelle. Évidemment, c'est un taux de variation annuel de la moyenne annuelle. C'est un peu lourd au niveau français. C'est pourtant bien ça. Si vous faites le taux de variation de la moyenne annuelle, ça veut dire que vous allez comparer la moyenne, par exemple, à la fin de l'année des trimestres de l'année 2015 avec la moyenne des trimestres de l'année 2014. Ceci ne revient qu'à comparer le PIB annuel 2015 avec le PIB annuel 2014. Puisque quand vous comparez la moyenne des trimestres, les trimestres, c'est 4 fois l'année. C'est plutôt l'année divisée par 4. Donc la moyenne, c'est l'année divisée par 4. Donc évidemment, si vous regardez le taux de variation de la moyenne annuelle, j'ai un peu du mal à le dire, le taux de variation annuelle de la moyenne annuelle que vous constatez en fin d'année, ce que vous mesurez, c'est tout simplement le taux de variation annuel du PIB. Vous êtes d'accord? Donc, quand on parle de taux de variation de la moyenne annuelle, ici, si on est à la fin de l'année, si on le constate à la fin de l'année, si chaque année on calcule le taux de variation de la moyenne annuelle, ce que l'on fait, ce n'est rien d'autre que de comparer 545,3 par exemple ici à 535,4, c'est-à-dire à comparer 2181 à 2141,4. C'est la même chose puisque l'un est 4 fois l'autre, la moyenne et le niveau annuel. Donc calculer le taux de variation de la moyenne annuelle des PIB trimestriels, excusez-moi de la lourdeur de l'expression, ça revient en fait à calculer le taux de variation du PIB annuel. Un peu, d'accord? Le taux de variation annuel de la moyenne annuelle des PIB trimestriels, si vous la calculez en fin d'année, ça revient à calculer le taux de variation du PIB annuel. C'est évidemment le taux de variation sur l'année du PIB annuel, comparé une année sur l'autre. Donc c'est ce qu'on dit ici, c'est qu'en fait, si on est avec une variable de flux, évidemment, on pourrait comparer un trimestre à un autre trimestre. On pourrait comparer un trimestre, le premier trimestre 2015 au premier trimestre 2014. Ça n'a pas grand sens. Ce qui a plus de sens, si on cherche à regarder des évolutions un peu à long terme, historiques, c'est de calculer un taux de variation sur la moyenne annuelle. Maintenant, il y a une autre notion qui est celle de glissement. On va bien la comprendre, on va mieux la comprendre en regardant le taux de chômage. Le chômage. Parce que le chômage n'est pas une variable de flux, c'est une variable de stock. Qu'est-ce que ça veut dire faire un glissement? Bon, un glissement, c'est déjà un petit peu ce qu'on a fait en fait. Quand on compare le T1 2015 au T1 2014, d'accord? On prend deux observations qui sont distantes de 4, d'accord? Et on regarde leur taux de variation annuel. On pourrait éventuellement le faire glisser de cette manière-là. C'est-à-dire comparer le T1, comparer le T2 au T2, etc. D'accord? Donc ça serait un glissement trimestriel. Enfin, je ne sais pas exactement, on prend un trimestre, on le compare 4 trimestres avant. Mais on pourrait aussi regarder le taux de variation du PIB annuel en glissement. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Un taux de variation du PIB annuel en glissement. Ça veut dire que quand vous définissez une année civile, une année civile, c'est du 1er janvier au 31 décembre, du T1 au T4. D'accord? Donc c'est bien un PIB annuel mesuré sur l'année civile. Et bien sûr qu'on pourrait avoir un PIB annuel mesuré en glissement, c'est-à-dire pas seulement sur l'année civile, mais sur les 4 trimestres, sur les 4 derniers trimestres, ou sur 4 trimestres. Donc vous ne commenceriez pas l'année au 1er janvier, vous la commenceriez au 1er mars et vous la feriez finir au 1er mars de l'année d'après. Ça, c'est calculer un PIB annuel en glissement, bien sûr. Et quand on parle du PIB 2014, on regarde le PIB du 1er janvier au 31 décembre. On ne regarde pas le PIB du 30 juin au 1er juillet, du 1er juillet au 30 juin. Parce que simplement, on a décidé que dans les données, l'année, c'était du 1er janvier au 31 décembre, ce qui n'est pas totalement stupide. Ceci dit, ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Si vous regardez, je ne sais pas, vous regardez les données statistiques égyptiennes, par exemple, en Égypte, curieusement, il y a des pays comme ça où ils notent l'année du 1er juillet au 30 juin. On peut reconstituer, mais c'est juste une manière de parler et de présenter les données. Dans les pays, quand on présente la comptabilité nationale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. En tout cas, on pourrait très bien faire non pas un glissement trimestriel, mais un glissement annuel.
Donc, faire un glissement annuel, ça revient à quoi? Ça revient à prendre les 4 données, à mesurer le PIB en glissement, ok, et éventuellement à comparer le PIB en glissement mesuré chaque année, mesuré chaque trimestre, à celui qui serait obtenu en glissement 4 trimestres avant. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai un petit peu du mal à le dire. Ça serait une taux de variation du PIB en glissement annuel. D'accord? Ce que vous devez retenir dans mon histoire ici, et on va le contraster après avec. On va le contraster après avec une variable de flux. C'est que, effectivement, ce qui est pertinent dans cette approche-là, quand vous regardez ces données, c'est de vous dire, si vous voulez regarder quelque chose qui est un taux de variation annuel, c'est de regarder le taux d'évolution en moyenne annuelle. D'accord? Le taux d'évolution en moyenne annuelle. Ça paraît assez évident. On pourrait faire des calculs de glissement, mais on ne voit pas très bien l'intérêt. Donc, dans ce cadre-là, ce qui nous intéresserait ici, c'est plutôt de calculer le taux d'évolution en moyenne annuelle. Encore une fois, parce qu'il s'agit ici d'une variable de flux. Pour un flux, on a envie de calculer ce TEMA, ce taux de variation, ce TVMA. Oui? C'est quoi le glissement en fait? C'est la somme des trimestres? Non mais, vous avez plusieurs manières de glisser. Il n'y a pas de définition complète du glissement. C'est une variable de flux. Donc vous avez des trimestres qui s'accumulent et un ensemble de 4 trimestres consécutifs, on appelle ça une année. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est une année civile, celle qui commence au 1er janvier, jusqu'au 31 décembre? Vous constaterez qu'une année civile se forme uniquement toutes les 4 observations, c'est-à-dire que quand on commence de 1 à 4. Mesurer en glissement, ça voudrait dire qu'effectivement, on fait glisser sur les trimestres. Donc quand on fait glisser sur les trimestres, sur 4 trimestres, on observe un PIB annuel, d'accord? Sur une durée de 1 an. Mais ce n'est pas forcément un PIB sur l'année civile. Ce sera un PIB sur l'année civile uniquement si vous prenez 1, 2, 3, 4. Sinon, après, vous allez prendre, je ne sais pas, 4, 1, 2, 3, d'accord? Vous allez mesurer le PIB annuel en glissement. Maintenant que vous avez récupéré le PIB en glissement, c'est bien un glissement, puisque vous faites glisser comme ça en sommant les 4 données. Donc ça, c'est un PIB en glissement. Ce PIB en glissement annuel, vous êtes d'accord que vous pouvez le mesurer tous les trimestres, puisque tous les trimestres, je peux le faire glisser. Donc, vous avez un PIB en glissement annuel mesuré trimestriellement. Ça, c'est simple, hein, d'accord? Ça, vous l'avez tous les trimestres. Maintenant, on pourrait le faire ici, on pourrait le calculer sur Excel, on peut le faire très facilement. Tous les trimestres, vous calculez ce PIB en glissement annuel. Maintenant, si vous commencez à regarder comment évolue ce PIB en glissement annuel, trimestre après trimestre, vous en déduisez un taux de variation trimestriel du PIB en glissement annuel. D'accord? Maintenant, vous pourriez me dire, mais non, la question qu'on se pose, c'est de voir un taux de variation annuel. Or, là, je viens de calculer le taux de variation trimestriel du PIB en glissement annuel. Pour que ce soit un taux de variation annuel, il faudrait que je le compare sur une période de 4 trimestres. D'accord? Ben, ce calcul-là, c'est celui que je fais quand je fais le taux d'évolution en moyenne annuelle sur un an. Et je le fais uniquement pour les années civiles. Je n'ai pas l'impression, on peut continuer à se prendre la tête un peu, c'est 4 cas, mais en fait, c'est vraiment pas bon de présenter 4 cas, je pourrais en présenter 8, 10. À la fin, je ne sais plus très bien, c'est du bon sens en fait. D'accord? Donc ici, faire un glissement, c'est rassembler des données, et puis après, comme elles sont en données trimestrielles, et donc un rythme, un intervalle d'observation qui est supérieur ou inférieur, comme vous voulez, qui est supérieur ou inférieur à l'année, qui est à l'intérieur de l'année, vous pouvez faire un glissement, une espèce de fenêtre qui vous permet de regarder ce qui se passe au cours de 4 trimestres consécutifs et le comparer. C'est ça, faire du glissement. Pour une variable de flux, de stock, une variable de stock, elle a cette propriété que quand vous l'échantillonnez, quand vous l'agrégez temporellement, ça s'appelle de l'agrégation temporelle, vous transformez des variables trimestrielles en variables annuelles. Il vous faut les sommer. C'est la caractéristique d'une variable de flux. D'accord? Il faut les sommer.
Et donc, évidemment, il y a une complexité qui est liée à cette sommation. On va contraster ça avec le niveau du chômage. Le niveau du chômage, c'est une variable de stock. Vous le mesurez à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Admettons que ce soit des données mensuelles, des données fournies par la NPE ou je ne sais quoi. C'est des données mensuelles ou des données trimestrielles. Mais quand vous donnez le chômage, vous le donnez à une date donnée. C'est un stock. Donc le chômage en 2010, c'est le chômage au 31 décembre 2010. Ou, on pourrait dire, au 1er juillet 2010. Il se trouve qu'on a plutôt tendance à dire que c'est celui au 31 décembre 2010. C'est une question de choix, de présentation des données. Vous voyez bien que si j'ai une variable de stock, du coup, pour la transformer en données annuelles, je n'ai pas besoin de sommer les données trimestrielles pour en faire une donnée annuelle. Je ne vais pas sommer tous les chômeurs à la fin du mois pour en déduire le chômage annuel. D'accord ? Ça n'aurait aucun sens. Si je veux transformer une donnée mensuelle du chômage en une donnée annuelle, je supprime toutes les données qui ne correspondent pas au 31 décembre du mois de décembre, qui ne correspondent pas au 31 du mois de décembre. Et donc, quand on est dans une variable de stock, pour une variable de stock, ça n'a aucun sens de faire un taux d'évolution en moyenne annuelle. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas m'amuser à regarder la moyenne sur l'année du chômage mensuel pour en faire un indicateur du chômage annuel. Pour faire un indicateur du chômage annuel, je vais regarder la donnée du 31 décembre, point barre. C'est beaucoup plus simple. Donc, si je suis avec une variable du genre chômage, calculer un taux d'évolution en moyenne annuelle, ça n'a pas de sens. Vous regardez l'évolution des cours boursiers, l'indice du CAC 40. Le CAC 40, c'est un indice de stock. Pourquoi ? Parce que vous le regardez, quand vous le voyez, vous n'avez pas besoin de définir, vous regardez à un instant. Ce n'est pas quelque chose qui vient s'accumuler. Donc quand on dit la bourse a augmenté de 10% en 2010, ça veut dire que l'indice a augmenté de 10% entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, ou plutôt entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous n'allez pas faire la moyenne annuelle des indices boursiers observés journellement, toutes les heures ou toutes les secondes, pour en déduire quelque chose. Ça n'aurait strictement aucun sens. Strictement, ça n'aurait pas de sens. Donc, dans ces cas-là, pour calculer le taux de variation annuelle, vous faites effectivement un glissement. Là, ça a un sens de faire un glissement. Ok ? Si vous voulez regarder l'évolution du chômage sur une durée de 1 an, vous comparez le mois de décembre de 2018 au mois de décembre de 2017. Sur 1 an, vous faites bien une comparaison à 12 mois. Maintenant, vous pouvez essayer de regarder comment ça évolue dans le temps en faisant glisser cet écart. Donc cette fois, ça a un sens de faire un taux de variation en glissement. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, il y a deux types de variables économiques. Il y a des variables qui sont des variables de stock, qu'on observe à un moment, qu'on peut prendre en photo. Et puis il y a des variables qui sont des variables de flux. Pour les mesurer, il faut faire un film. Il faut une caméra qui mesure le flux. Lorsque vous avez une variable de stock, quand vous l'agrégez temporellement, le chômage annuel, c'est simplement le chômage au 31 décembre, à une date décidée d'avance. Quand vous avez une variable de flux, que vous voulez l'agréger temporellement, il vous faut additionner tout ce qui se passe au cours de tous les jours de l'année. C'est un peu plus compliqué, au cours de tous les trimestres. Maintenant, quand vous voulez regarder la variation d'une variable de stock, vous pouvez faire un glissement pour regarder comment elle évolue, alors que quand vous regardez la variation annuelle d'une variable de flux, il vous faut plutôt faire un taux d'évolution en moyenne annuelle. En fait, j'ai du mal à mettre des mots sur des choses qui sont juste auxquelles il faut réfléchir. Ça dépend de ce que vous observez. Ça dépend de ce que vous observez. Si vous regardez, il y a un exercice là-dessus, il me semble, dans la direction d'études. Si vous regardez le salaire, d'accord, et que vous dites, le salaire, il est mesuré par mois. Tous les mois, vous recevez votre fiche de paye. C'est une variable de flux ou c'est une variable de stock? C'est une variable de flux parce qu'en fait, comme vous payez par mois, le fait que vous disiez salaire par mois, ça veut bien dire que ce n'est pas quelque chose que, c'est quelque chose que vous mesurez lié à un intervalle de temps. Donc évidemment, si vous voulez passer de combien a augmenté votre salaire au cours de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous comparez ce que votre salaire était au mois de janvier à ce qu'il est au mois de décembre, sur 11 mois? Ou est-ce que ça veut dire que vous comparez ce que vous avez gagné en 2019
par rapport à ce que vous avez gagné en 2018, c'est pas clair. D'accord? Ça dépend de ce que vous définissez comme étant la question. On verra d'ailleurs dans l'exercice que c'est pas clair dans la vie. Une variable de stock, c'est le niveau de votre compte en banque. Le niveau de votre compte en banque, vous prenez votre RIB, votre relevé de compte bancaire, vous le prenez en photo et vous l'avez. Vous me direz, vous pouvez faire pareil avec la fiche de paye. Il suffit de prendre en photo la fiche de paye. Donc c'est pas exactement, mais en tout cas, ces données, c'est pas un flux, c'est quelque chose qui est à un instant que vous avez. Donc, ces questions de variation, je pense que c'était ça qu'on voulait. Enfin, je trouve que cette partie devrait être un peu revue. En parlant, j'ai des idées plus claires. Il faut bien distinguer ce qui sont des flux, ce qui est des stocks. Et après, il y a une question qui est importante, c'est celle de ce que j'ai appelé l'agrégation temporelle. Le fait de passer de données trimestrielles à des données annuelles. Comment les données se construisent. D'accord? Et évidemment, entre des flux et des stocks, ce n'est pas la même chose. Donc, sur la manière de mesurer les variations, ce n'est pas non plus la même chose. Donc ici, ce qui est pertinent, c'est de faire un taux d'évolution moyenne annuelle. Bon, allez, j'avance parce que taux de variation, ça on ne le fait pas. Excel, hop, on le barre. Comme ça, on gagne du temps. Je le ferai en direction. Voilà. Si maintenant vous regardez distinction flux-stock, le taux de variation en glissement est plus utile pour une variable de stock. Variable de stock typique, le nombre de chômeurs. D'accord? C'est quelque chose que vous mesurez. Et même ici, on le mesure chaque mois. Donc, d'accord? Avec une fréquence qui est 12 fois dans l'année, chaque mois. Donc, on a représenté la même chose, on a mis ici, pour chaque année, les données mensuelles. Donc, vous avez compris que si on vous pose la question de vous dire quel est le chômage en 2011, la réponse à votre question, ça devrait être de dire bah, c'est celui au 31 décembre. Et nous dire mais non, moi je suis plutôt égyptien, j'ai envie de dire c'est celui au 30 juin. Ça, c'est une question de convention, d'accord? Mais en général, quand on mesure une variable de stock, on dit c'est en fin d'année, il y avait tant, d'accord? Et c'est comme ça qu'on le mesure. C'est une question de. Donc, le chômage à la fin de l'année, de cette manière-là, le demandeur d'emploi inscrit en fin de mois, fin d'emploi catégorisé annuellement, etc., en annuel, c'est 4249. C'est ce qui se passe le 31 décembre. Si on vous demande quel est le taux de croissance du chômage au cours de l'année 2011, qu'est-ce que vous allez comparer? Vous allez comparer. Non, au cours de l'année 2012, on n'a pas 2010. Vous allez comparer quoi? Le 31 décembre 2012 au 31 décembre 2011. Donc vous allez comparer ça à ça, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est le taux de croissance annuel. Maintenant, vous voyez bien que ce taux de croissance annuel, je viens de le mesurer sur l'année civile, parce que j'ai dit c'est en 2012. Donc on a eu l'impression que c'est combien ça a augmenté au cours de l'année 2012. Maintenant, si vous êtes avec une variable de stock, vous voyez bien que cette comparaison de colonne à colonne que j'effectue là, je peux la faire bien sûr pour la dernière ligne, mais je peux la faire pour chacun. Et à chaque fois, si je compare le 31 mars 2012 au 31 mars 2011, c'est bien un taux de variation annuel, mais pas sur une année civile. Ce que je viens de faire là, si je dis que tous les trimestres, je peux comparer une donnée et ce qui se passait 12 mois avant, c'est bien un taux de variation annuel. Et comme on peut le mesurer tous les mois, parce que ici, le données, c'est tous les mois, on va dire que c'est en glissement. Parce qu'on peut faire glisser au cours des mois. Et si on fait glisser tous les mois, on peut comparer colonne après colonne. Et puis il y a une colonne un peu particulière, ligne après ligne, il y a une ligne un peu particulière qui est la dernière. Parce que la dernière, c'est boom, c'est ce qui nous permet de dire, ça c'est la variation 2012. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, évidemment, ça n'aurait pas de sens de faire la moyenne de toutes ces données, de calculer ici un taux de un niveau moyen annuel du chômage, ça n'aurait pas beaucoup de sens, d'accord? Et puis de le comparer d'année en année. Si vous voulez expliquer comment évolue le chômage au cours de l'année, vous comparez simplement ce qui se passe en fin d'année à ce qui se passe avant la fin de l'année précédente. Et si vous voulez le savoir un petit peu avant, au fur et à mesure que l'année se déroule, vous pouvez effectivement le faire en glissement. Et donc ici, c'est de bon sens que comme c'est une variable de stock, le taux de variation pertinent que vous pouvez calculer en annuel n'est pas en moyenne annuelle, mais est en glissement par mois. Glissement, d'accord? En glissement, vous voyez, je dis glissement par mois, mais j'ai du mal à le dire. C'est un glissement peut-être par mois, mais qui sépare, dans lequel vous comparez un mois et ce qui se passe 12 mois avant. Okay? Donc c'est bien ça, comparer colonne après colonne. Donc cette fois, la mesure pertinente,
c'est pas de calculer un taux de variation en moyenne annuelle, c'est de calculer un taux de variation en glissement annuel. Et c'est là où j'ai du mal, je ne sais pas comment on pourrait le dire en anglais, parce que taux de variation en glissement annuel, vous avez compris qu'en fait, ça consiste à comparer tous les mois, un mois avec celui qui était 12 mois avant. Donc voilà, c'est comparé comme ça, d'accord? C'est pour ça qu'on va dire en glissement, parce qu'on glisse sur les mois pour finalement avoir, au bout de 12 mois, une observation qui est celle de l'année. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a comparé colonne à colonne, d'accord? Donc vous avez comparé le 30 novembre, 31 novembre, 30 novembre, 30 novembre, le 30 novembre d'une année au 30 novembre de l'année précédente. Vous avez vu que ça augmente de 9,14. Toutes ces données-là c'est bien un taux de variation en glissement annuel parce que vous le comparez de colonne en colonne. Et puis, en ce qui concerne la dernière observation, 8,91 et 6,02, c'est ce qu'on appelle par convention le taux de variation du chômage sur l'année. D'accord? J'allais dire du chômage annuel. Vous n'allez pas le dire comme ça, c'est le taux de variation du chômage sur l'année. D'accord? Donc, il faut bien distinguer, ici, on fait un taux de variation en glissement annuel, c'est-à-dire la variation sur les 12 derniers mois, et le taux de variation en glissement en décembre mesure la variation, mesure plutôt le taux de variation du chômage sur l'année civile. D'accord? Bon, pas de risque. Donc, évidemment qu'ici, on a fait une moyenne en glissement, un taux de variation en moyenne annuelle ne serait pas pertinent pour une variable de stock. C'est pas très bien ce que ça voudrait dire. Si vous dites, ça veut dire quelque chose, je ne dis pas que ça veut strictement rien dire, mais ça n'a pas le sens direct qu'on voudrait lui donner. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que calculer un taux de variation en moyenne annuelle, ça a un sens pour une variable de flux, alors que calculer un taux de variation en glissement, ça a un sens pour une variable de stock. D'accord? Bon, dernier truc un peu troublant de ce genre-là. Et c'est pareil, parce que ça c'est intéressant pour une variable de flux, mais c'est moins intéressant pour une variable de stock. L'INSEE a pour l'habitude de, quand il parle de la conjoncture, quand l'INSEE parle de la conjoncture et de l'évolution du PIB, de parler de notion d'acquis de variation. Le problème, c'est que l'INSEE a besoin de suivre la conjoncture. Donc, l'INSEE publie des données trimestrielles et a besoin d'avoir des idées sur ce qui se passe, comment se constitue la croissance au cours de l'année. Comment se constitue trimestre après trimestre la croissance, le PIB annuel. Donc, ils ont cette vision, en fait, effectivement, chaque trimestre, ils publient des données, et puis à la fin de l'année, ou une fois qu'ils ont tout construit, ils peuvent tout reconstruire sur l'année. Donc, ce qu'ils veulent, c'est, à partir des données trimestrielles, essayer de chercher à en tirer déjà quelques conclusions sur les évolutions qu'on peut observer au cours de l'année. Donc, ils ont cette notion d'acquis de variation qui est utile de ce point de vue-là. Vous expliquer ce que c'est pas que c'est fondamental, c'est que ça permet de réfléchir à la différence entre une variable de flux et une variable de stock. Imaginez que l'INSEE a publié les données, là, que je mets là en avant, d'accord, et que nous sommes effectivement au mois d'octobre 2016, ou en septembre, peut-être, je crois que ça doit être à peu près au début octobre 2016, on n'a pas encore publié, on a publié les données du T2, le T2 c'est jusqu'au 30 juin, mais on n'a pas publié les données du T3. Le T3 c'est du 30 juin au 30 septembre. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, d'accord? Donc, il faut encore attendre. Là, on ne les a pas, les données du T3. On va les avoir peut-être début novembre. Donc, au cours de l'année, en fait, on engrange des observations, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Mais ça commence à se dessiner, d'accord? C'est pour ça qu'on aime bien parler de acquis de croissance. Genre, il y a déjà une partie de la croissance qui s'est réalisée. Donc, cette année, vous voyez qu'avec le Covid, je pense que l'année prochaine, je pourrais trouver un exemple assez pertinent pour montrer que l'acquis de croissance, c'est vraiment une notion très bizarre. Parce que vous voyez que peut avoir un effondrement un trimestre, ça va repartir ensuite, mais ça va retomber après. Mais ça, c'est une situation exceptionnelle. Normalement, ce qui se passe, c'est que trimestre après trimestre, la croissance se fait, la croissance annuelle se développe. Donc le problème, c'est qu'on est là et qu'on ne sait pas ce qui va se passer là. Pour les deux, on ne sait pas encore ce qui va se passer pour l'année 2016. L'année 2016 est incomplète. Pourtant, on voudrait dire quelque chose. La technique de l'acquis de croissance, c'est une technique toute simple. Ça consiste à dire, quand il nous manque une donnée, on va faire comme si la donnée manquante, ou les données manquantes, c'était la dernière donnée observable. D'accord? On va faire comme si la donnée manquante, c'était la dernière donnée observable.
Finalement, qu'est-ce que vous pouvez savoir de plus sur le T3 et T4? Ce que vous pouvez dire, c'est T3 et T4, ça sera comme T2. En fait, vous en savez strictement rien, mais c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, d'accord? Vous dites, bah, on va continuer à produire, on a produit ça, donc on va faire la même chose, d'accord? Donc, première chose, vous placez, vous faites comme si on produisait la même chose au T3 et T4 qui est manquant côté 2. Et donc ensuite, évidemment, si vous avez ajouté les données manquantes, vous pouvez calculer une moyenne 2016 avec maintien du PIB en T3 et T4 à la valeur de T2. Donc là, vous ne connaissez pas encore la moyenne du PIB trimestriel. Ça, c'est la moyenne du PIB sur les 2 trimestres. Vous ne savez pas encore combien ça va faire pour l'année. Mais faisons comme si, d'accord, le T3 et le T4 étaient aussi bons ou aussi mauvais que le T2. Dans ce cas-là, vous pouvez calculer une moyenne, qui est une moyenne fictive, parce que vous ne connaissez pas encore, et qui consisterait à faire le truc suivant, à faire l'opération suivante. Vous prendriez 555,7, ça c'est le premier qui est observé, plus 3 fois 554,6, le tout divisé par 4. Pourquoi je le prends 3 fois? Parce qu'une fois ça s'est réalisé, et 2 fois je fais comme si ça allait encore se réaliser. Donc en calculant ça, j'ai calculé la moyenne 2016 avec maintien du PIB entre T3 et T4 à la valeur T2. J'obtiens quelque chose qui vaut à peu près, vous pouvez le calculer, 554,9. D'accord? 554,9. OK? Et maintenant, je me dis que, mettons-nous dans la situation fictive où le T3 et le T4 seraient aussi bons ou aussi mauvais que le dernier trimestre connu, que le T2. D'accord. Je peux très bien maintenant calculer un taux de variation en moyenne annuelle entre 2016 et 2015. Entre 2016 et 2015. D'accord? Donc, faire ça, ça revient à calculer, pourquoi j'ai mis moyenne de 2013? C'est moyenne de 2016 ici, hein, d'accord? Je peux très bien, 2015, voilà. Je peux très bien calculer ceci et le comparer à ce qui se passe, à ce qui s'est passé en 2015, d'accord? Donc, je compare les 554,9 qui serait le cas si la croissance, si le niveau de production a été le même en T3 et T4, donc ça veut dire s'il n'y avait pas eu de croissance en fait entre T3 et T4, entre T2 et T3 et entre T3 et T4. D'accord? Ça veut dire que si je maintiens le niveau, c'est que je fais comme s'il n'y avait pas de croissance. Donc c'est pour ça que ça paraît être un peu conservateur, parce qu'il y a une époque où il y avait beaucoup de croissance, donc on se dit, ah ça c'est conservateur. Alors on sait très bien que le PIB va augmenter, mais en fait non, on fait comme s'il n'avait pas augmenté. C'est pour ça qu'on appelle ça acquis de variation. On a l'impression qu'il va y en avoir encore un peu plus après. On a déjà acquis, on a déjà mis ça de côté, alors même que l'année n'est pas encore finie. Donc, alors même que l'année n'est pas encore finie, on est déjà à 554,9. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer un taux de croissance moyen qui consiste, un taux de croissance, pardon, un taux de variation, qui consiste à comparer ces 554,9, donc la moyenne annuelle en maintenant les derniers trimestres à leur dernière valeur connue, divisé par 545,3, d'accord, moins 1, et on obtient ce qu'on appelle l'acquis de variation. Donc comment on dit ça? L'INSEE va vous dire, vous voyez, sans qu'on prolonge la tendance, si on suppose qu'en T3 et T4 on produira autant qu'en T2, déjà, on observe que entre 2015 et 2016, il y a eu un acquis de variation, ou un acquis de croissance, donc ça un acquis de variation, qui est de 1,76%. Et on a dans l'idée que ce n'est pas le cas en 2016, puisque vous voyez que en 2016, la croissance baisse sur les 2 trimestres. Mais on a dans l'idée qu'en fait, T3 et T4 pourraient être encore mieux que T2. Donc en fait, évidemment, si vous continuez à prolonger ça, vous voyez qu'au dernier trimestre, d'accord, l'acquis de variation n'est plus un acquis de variation, c'est le taux de variation effectivement constaté sur l'année. On a dans l'idée que ça va s'accumuler de cette manière-là. Okay, donc c'est ça le principe du calcul de l'acquis de variation. C'est un taux de croissance en moyenne annuelle fictif, et on a l'impression qu'il va s'accumuler, et que ça veut dire qu'on a déjà réalisé 1,67% de croissance. Bon, dans les faits, on pourrait avoir de la décroissance, et dans ce cas-là, on passerait en dessous de l'acquis de variation. Non mais,
Le problème qu'on a, c'est que vous êtes un conjoncturiste. Donc un conjoncturiste travaille toute l'année. Il n'attend pas le 31 décembre pour en dire quelque chose qui s'est passé cette année. Il doit fournir aux décideurs des perspectives, de voir dans les évolutions qu'on voit au jour le jour, au trimestre après trimestre, quelque chose qui va se concrétiser ensuite de manière annuelle. D'accord ? Donc la question qu'on lui pose, c'est ok, très bien, moi dans mon budget, j'ai mis 3% de croissance, 2,5% de croissance. C'est ce que j'ai en tête, annuel. C'est ma prévision. Maintenant, la prévision, petit à petit, elle devient réalité, ou elle ne devient pas réalité. Est-ce qu'elle est infirmée ou pas par les faits? Est-ce que ça va mieux que ce qu'on croit, ou est-ce que ça va moins bien que ce que l'on croit? Donc, ce que va lui dire son chef, il va lui dire, mais là, ok, on est juste au mois de septembre, combien on a déjà réalisé? J'avais mis 2,5, 3% de croissance. Combien on a déjà réalisé? Et là, votre réponse, en tant que conjoncturiste, c'est dire, ah, moi, si je regarde la photo telle qu'elle est, et que je pense que les T3 et les T4 seront au moins aussi bons ou aussi mauvais, seront de même niveau que le T2, c'est ce que je fais, d'accord? La croissance qu'on a déjà réalisée, en rythme annuel, c'est 1,76%. Maintenant, évidemment, ce qui peut se passer, c'est que les T3 et T4 puissent être meilleurs que le T2. Dans ce cas-là, on passera au-dessus de 1,76%. Mais moi, si on a un maintien du rythme de production tel que je l'ai observé en T2, j'aurai ça comme croissance annuelle. D'accord? C'est juste une manière de parler. C'est pas... D'accord? Mais plus troublant. Vous voyez bien que la difficulté, elle est que, vous avez compris, donc il manque des données, et donc j'ai fait comme si les données qui me manquaient, c'était la dernière donnée observée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous donnez un taux de croissance annuel, vous comparez sur une période de 2 ans, du 1er janvier de la première année jusqu'au 31 décembre de l'année d'après. Donc, la croissance de l'année 2020, croissance que vous allez observer de l'année 2020, elle commence dès le 1er janvier 2019. Puisque vous allez comparer ce qui s'est passé en 2020, tout au long de l'année, à ce qui s'est passé en 2019. Donc, dès le 1er janvier 2019, vous pouvez dire des choses. D'accord? Ça incorpore 2 ans de variation. Pas 2 ans de variation, 2 ans d'observation. 2 ans de vie économique. Donc le truc troublant, c'est juste de vous dire la chose suivante, c'est que ça, c'est l'acquis de variation de la croissance 2016 du PIB au 30 juin 2016. C'est comme ça qu'on va le dire. On va dire l'acquis de variation de croissance 2016 du PIB au 30 juin 2016, puisque 30 juin 2016, c'est la dernière observation que vous avez, et de 1,76%. Et donc, vous avez l'impression que c'est déjà quelque chose qui a été réalisé. Évidemment, on peut faire mieux. Si les trimestres sont meilleurs que le dernier, on peut faire moins bien. Vous voyez qu'en 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais en 2016, vous voyez qu'il y a une petite descente, une petite baisse entre le T1 et le T2. Donc, ça peut aussi continuer à baisser. Dans ce cas-là, on va être inférieur à 1,76%. Mais pour vous troubler un peu, c'est pas troublant en fait, c'est juste une compréhension du principe. C'est que, c'est ça, l'acquis de variation d'une variable trimestrielle pour une année n correspond au taux de variation de la variable entre l'année n-1 et l'année n que l'on obtiendrait si la variable demeurait jusqu'à la fin de l'année n au niveau du dernier trimestre connu. D'accord? Je ne suis pas compliqué, j'ai juste recopié ça dans le, je sais pas, sur le site de l'INSEE. Okay, donc je prends et hop, je recopie. Donc, ça paraît assez logique. Évidemment, n'a d'intérêt que pour une variable de flux. Bon, on va le voir après. On le verra peut-être en TD. Regardez, vous voyez que si vous prenez au sens strict cette définition, vous voyez que l'acquis de variation 2015, imaginez que maintenant vous êtes en 2015, d'accord? Vous êtes je suis en 2016, je vais en 2015. Donc, la croissance 2015, ça consiste à comparer cette colonne-là. En fait, cette ligne-là, c'est le taux de variation en moyenne annuelle à celle-là, d'accord? Je ne sais plus combien c'est, je vais le mesurer, mais je ne sais plus. Vous pouvez le calculer vous-même. Mais vous voyez que vous pourriez, dès le 1er janvier 2015, alors que l'année 2015 n'a même pas commencé, d'accord, essayer de mesurer l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015. Qu'est-ce que vous feriez? Vous prendriez, imaginez que vous êtes là, d'accord, et que vous ne connaissez pas toutes ces données. Et votre question, c'est quel est l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015? Vous prenez la dernière valeur connue du PIB, 538,3, c'est le 4e trimestre 2014, d'accord?
et vous faites comme si ça se reproduisait tout le temps en 2015. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre dans cette colonne 538,3, le quatrième trimestre. Et donc, ensuite, évidemment, si 538,3 se réalise tous les trimestres de l'année 2015, c'est votre technique d'acquis de variation qui vous le dit, dans ce cas-là, la moyenne du PIB trimestriel en 2015 devrait être de 538,3. D'accord? Et donc, si vous devez y calculer ça, vous devriez comparer le 538,3, ce qui est effectivement cette valeur-là, mais que vous reproduisez sur l'ensemble des données pour les 4 trimestres de 2015. Et vous allez le comparer à quoi? Vous allez le comparer à la moyenne du PIB trimestriel en 2014, 535,4. D'accord? Et vous pouvez faire ce calcul-là. Vous observez que 538,3, c'est supérieur à 535,4. Pourquoi? Parce que le dernier trimestre de 2014 a été meilleur que les autres. D'accord? Et vous observez qu'il y a déjà une partie de la croissance 2015 qui est réalisée, au sens de l'acquis de croissance, qui est réalisée au 1er janvier 2015, alors que l'année n'a même pas commencé. Et combien c'est? C'est 0,54%. D'accord? Donc, c'est ce raisonnement-là qu'on fait. C'est ce raisonnement-là qu'on fait. Donc, calculer un acquis de variation, c'est juste remplacer les valeurs qui ne sont pas connues en termes de conjoncture, parce que la conjoncture se déroule tous les jours, par la dernière observation connue. Et vous voyez que du coup, l'acquis de variation, vous pouvez déjà le mesurer au 1er janvier d'une année qui n'a pas commencé. D'accord? C'est logique. Est-ce que ça a du sens pour une variable de stock? Imaginez que ça serait des taux de chômage. Ça serait du chômage, des niveaux de chômage. D'accord? Si vous compariez ces variables de stock, le chômage, imaginez que vous êtes au 30 juin et que vous observez qu'il y a 554 000 chômeurs, j'en sais rien. Vous maintenez le niveau du chômage. D'accord? Vous calculez un truc moyen. Déjà, calculer un taux de chômage en faisant la moyenne des chômages sur les mois, ça n'a pas de sens. Enfin, d'accord? C'est bizarre. Donc, cette notion de acquis de variation, elle n'a d'intérêt que pour une variable de flux. Pour une variable de stock, vous n'allez pas dire, vous n'allez pas partir d'une hypothèse en disant bah, le chômage au 31 décembre, ça sera le chômage au 30 juin. Le même. C'est parce que c'est une variable de flux qui s'accumule que ça a un intérêt. Dernière chose, donc on aura je crois qu'il y a un petit exercice là-dessus dans la DE. Maintenant, vous avez compris que s'il y a un acquis de variation, il y a un acquis de variation et il y a ce qu'on appelle un effet report. L'effet report, c'est ce qui vient compléter l'acquis de variation pour donner la croissance elle-même. Regardez. On vous demande la question suivante, on vous dit, bah regardez, prenons 2 années qui sont complètes. 2015 et 2014, on vient de les regarder. Vous pouvez, bien sûr, comparer 2015 et 2014. Là, après coup, vous constatez quoi? Vous constatez que la croissance a été de... Le coefficient multiplicateur, vous pouvez le calculer, ça fait 545,3 divisé par 535,4, d'accord? Et ceci vaut une certaine valeur. Je vais vous dire combien ça vaut, parce que j'ai dû le noter après. Ça vaut 1,01849. Ça, c'est dire que la croissance entre 2014 et 2005 a aidé de 1,85%. D'accord? Ok? Ça, c'est la croissance qui a été réalisée entre les 2 années. Donc ça, c'est vous l'observez après coup. Mais vous voyez que ce ratio-là, ce multiplicateur, vous pouvez toujours le combiner en 2 morceaux. Vous pouvez toujours, puisque je l'ai fait ici, vous pouvez toujours le multiplier en haut et en bas par quelque chose qui est par exemple 538,3. Évidemment, c'est totalement fictif, hein, les deux s'en vont, mais c'est pour ça que je peux le faire. Vous voyez, je prends 538,3, et pourquoi je prends 538,3? Parce que précisément, dans le transparent d'avant, je vous avais montré comment calculer l'acquis de variation au 1er janvier de l'année, avant même que l'année ait commencé. Vous voyez que ceci, c'est exactement l'acquis de variation. D'accord? Donc on avait vu qu'il était de 0,54%. Donc on a l'impression que c'est une croissance qui est déjà acquise
pour l'année 2015, en supposant que dans l'année 2015, il va se passer la même chose que dans le T4 2014. Et puis le complémentaire ici, c'est ce qu'on appelle l'effet report. Je ne sais pas, on appelle l'effet report. Je sais pas, voilà. L'effet report, ça serait l'effet de croissance qui est spécifique à l'année 2015. Et ça n'a pas tellement de sens. Évidemment, dire que la croissance 2015 ne s'effectue pas au cours de l'année 2015, bah oui, on comprend que sur des données trimestrielles, ça monte trimestre après trimestre, et que finalement, il faut que vous compariez ensuite des variables qui sont sommées parmi les trimestres pour avoir une variable annuelle. Donc vous voyez bien que vous avez ce genre de phénomène. Donc vous avez un effet report ici, et cet effet report, bah, il est d'un certain niveau, d'accord? C'est juste, bah, puisque vous avez mis 538,3, donc vous devez mettre 538,3, ça c'est l'effet report. L'acquis de variation donne lieu à un effet report sur la variation annuelle entre 2014 et 2015. Donc ça se reporte dessus, et ce qui reste, c'est précisément l'effet spécifique de l'année 2015, je ne sais pas comment l'appeler. L'effet report, c'est le fait qu'il y a une partie de la croissance qui s'est faite progressivement. Donc, ce que je dis ici, dans cette année transparente, qui achèvera le chapitre et il est temps. Le taux de variation moyenne annuelle en 2014-2015, donc c'est 1,85%, d'accord, de croissance ici. C'est obtenu en additionnant ou en combinant, puisque vous savez que les combiner en multipliant, parce que c'est des coefficients multiplicateurs, c'est obtenu en additionnant ou en combinant un acquis de variation de 0,54% au mois de janvier et un autre truc qui est simplement juste complémentaire, je ne sais pas comment le définir, qui est de 1,32%, d'accord, qui est l'effet qui est dans ce qui va se passer au cours de l'année 2015, dans les trimestres de l'année 2015. D'accord? J'ai mal dit tout à l'heure, en fait, l'acquis de variation, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, j'ai mal dit. L'acquis de variation, il donne lieu à un effet report qui se reporte sur la croissance effective. Donc la variation annuelle, ce n'est pas 13 par rapport à 12, c'est 15 par rapport à 16, ou 16 par rapport à 15. D'accord? Et bien, voilà. Ça donne lieu ici, l'acquis de variation donne lieu à un effet report. C'est reporté, 0,54%. Et puis l'autre effet, c'est un effet qui est propre à l'année, je ne sais pas quel sens ça a. Voilà. Donc tout ça, ça a un sens uniquement pour une variable de flux. Bon, oui. Comment? Oui. Il faut regarder le transparent précédent. 545,3 et 535,4, c'est la croissance de l'année. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que la croissance de l'année entre 2015 et 2014, il y a une partie de cette croissance qui venait déjà d'un acquis de variation au 1er janvier. Ce que je cherche à montrer, c'est-à-dire, en fait, quand vous comparez l'année 15 à l'année 14, comparez ce qui s'est passé au cours de 4 trimestres de 15 à 4 trimestres de 14, il y a une partie de la croissance qui provient, en fait, déjà d'une partie de la croissance qui s'amorce au cours de l'année 14. Cette partie, c'est ce qu'on appelle l'acquis de variation au 1er janvier 2015. C'est cette quantité-là, 538,3 et 535 divisé par 535,4. D'accord? C'est comme ça que je vais mesurer. J'ai comparé ça à ça. 0,54%. Donc le reste, bah c'est, je m'arrange pour que vous voyez, j'ai un ratio, donc il faut qu'en haut et en bas, il y ait les deux belles chiffres, 538,3. Donc 545,3 divisé par 538,3, c'est un effet propre. C'est-à-dire, c'est ce qui n'est pas l'effet report dans la croissance effective. C'est pour ça que j'ai fait ce calcul de cette manière-là. Évidemment, j'aurais pu le calculer pour d'autres trimestres. D'accord? Voilà ce qu'est l'effet report. Alors, je peux passer maintenant au chapitre 2. Je crois que j'ai pris du retard, globalement.
c'est un peu de moi. Hein. Analyser les variations d'une grandeur complexe. Bon, grandeur simple, grandeur complexe. Lorsqu'on étudie une grandeur simple, il n'y a qu'une seule source de variation. Lorsque vous étudiez une variance complexe, il y a plusieurs sources de variation. Donc si vous cherchez à regarder, typiquement c'est toujours ce qu'on va faire, l'évolution de la valeur d'un panier de biens, une valeur c'est des prix multipliés par des quantités. Donc la valeur elle peut évoluer parce que les prix augmentent ou parce que les quantités augmentent. D'accord? Donc la valeur c'est une grandeur complexe. Parce que dedans, il y a des évolutions des prix et des évolutions des quantités. Donc, quand je regarde l'évolution d'une valeur, ce qu'on fait tout le temps en économie, on va regarder le PIB mesuré en euros courants, donc la valeur de ce qui a été produit dans l'économie. Dedans, vous avez des évolutions qui concernent les prix qui peuvent se modifier et les quantités qui peuvent se modifier. Donc s'intéresser à l'évolution d'une grandeur simple, complexe, c'est des situations où il peut y avoir plusieurs sources de variation. En l'occurrence, ici, 2 sources de variation. Dans ce cas-là, on va mettre en avant ce qu'on appelle les effets de structure, je vais rapidement y venir, et puis on va définir non plus des indices simples, mais des indices synthétiques. C'est le sujet en fait du chapitre. Donc j'y vais, vous allez comprendre. En fait, voilà. Imaginez que l'effet de structure, ça permet d'illustrer en fait toutes ces questions-là et on essaye ici de mesurer, on a une population qui se répartit en 2 sous-populations. Qui se répartit en sous-populations, excusez-moi. Les sous-populations sont des gens, regardez ici, la moyenne des salaires. La grandeur qu'on va étudier ici, c'est le salaire moyen dans chacune des entreprises. La réponse à la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'entreprise A paye mieux que l'entreprise B? Comme ça, sans en dire plus. Et évidemment, pour faire ça, on peut regarder quel est le salaire moyen dans l'entreprise A et dans l'entreprise B et comparer ces 2 salaires moyens. Le problème, c'est que ces 2 entreprises ne sont pas identiques en termes de structure de la main-d'œuvre. Mais il y a 3 catégories de structure de la main-d'œuvre: la population des employés, en techniciens, en cadre. Et on sait très bien que les salaires diffèrent selon les niveaux de qualification. Donc, les différences entre A et B de salaire moyen peuvent provenir soit d'une différence de structure, dans la structure de la main-d'œuvre, plus ou moins qualifiée, ou soit peut provenir du fait que, à catégorie donnée, l'entreprise A paye mieux que l'entreprise B. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous voyez bien qu'il y a 2 sources de variation. La première source de variation, c'est la structure de la main-d'œuvre de l'entreprise. Et la deuxième source de variation, de différence dans les salaires, c'est le salaire catégorie par catégorie. On est d'accord? Donc la question est, quelle entreprise paye le mieux ses salariés? Évidemment, la réponse ici, ça serait de dire, si vous regardez le salaire moyen, comment est obtenu le salaire moyen? Le salaire moyen, c'est une moyenne pondérée des salaires mensuels nets pondérés par les effectifs. D'accord? Donc c'est une moyenne pondérée. Donc évidemment, ici, les pondérations, c'est 20%, 30%, 50%. Si vous regardez le salaire moyen, vous constatez que l'entreprise B paye mieux en moyenne ses employés. Si maintenant, vous regardez les choses, vous voyez qu'en fait, la raison pour laquelle l'entreprise B paye mieux ses salariés, c'est qu'elle a beaucoup plus de cadres que l'autre. Et si vous comparez ligne après ligne, vous voyez bien sûr que l'entreprise A paye mieux ses employés, l'entreprise A paye mieux ses techniciens, l'entreprise A paye mieux ses cadres. Et pourtant, le salaire moyen de l'entreprise A est inférieur. Donc, la réponse, on ne sait pas qui paye le mieux ses employés. En moyenne, c'est peut-être l'entreprise B, mais en fait, si vous êtes un employé, il vaut mieux dans l'entreprise A que dans l'entreprise B. D'accord? Donc la question, elle est là. L'effet de structure provient du fait qu'on a des pondérations qui sont différentes. Donc évidemment, dans ces cas-là, pour comparer un peu les deux, il faut essayer de comparer ce qui, dans la différence entre les 2 salaires moyens, provient de différences de structure. Évidemment, ici, cette différence de structure, elle est à l'avantage de l'entreprise A, qui paye mieux, d'accord? Qui a une structure qui, elle est à l'avantage de l'entreprise B, parce qu'elle a davantage de cadres. Et si vous regardez ensuite l'effet
de salaire catégorie par catégorie, vous voyez bien sûr que c'est l'entreprise A qui paye le mieux. Et donc, il faut qu'on décompose ça. Pour décomposer ça, bah, moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul truc qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce qu'un salaire moyen? Le salaire moyen, c'est ce que j'avais noté, W bar A et W bar B. D'accord? Donc ici, c'est 2142 et 2550. Effectivement, si vous comparez ces deux salaires, vous voyez que l'entreprise B, comparé 2550 à 2142, vous trouvez un coefficient multiplicateur de 1,191. Donc vous constatez que l'entreprise B paierait en moyenne ses salariés 19,1% en plus. C'est là. D'accord? Ça, c'est bien la variation du salaire moyen, je vais noter comme ça, V de W bar, entre de B par rapport à A. D'accord? C'est ce qu'on vient de calculer. Vous avez pris l'entreprise A comme référence, c'est pour ça que je l'ai mis au dénominateur, et j'obtiens que c'est une variation de 19,1%. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une grandeur complexe, en fait, se mesure en faisant un produit scalaire. Un produit scalaire, vous avez déjà vu cette notion en mathématiques? C'est assez simple à comprendre. En Excel, ça s'appelle un sum prod. C'est quoi le W bar A? Le W bar A, vous voyez, il est là, d'accord? Le W bar A, c'est la combinaison des salaires avec une structure. La structure, c'est la pondération. Donc, calculer W bar A, ça revient à appliquer les coefficients de la structure des effectifs, 50%, 30%, 20%, d'accord? Et les prendre comme pondération des salaires mensuels nets. On est OK avec ça? Vous avez une pondération qui va venir donner un poids à chacune des composantes parmi les effectifs. Donc, ça revient à faire un sum prod. Alors, comment Excel fait un sum prod? Ben, vous voyez, il considère, ça c'est ce que j'ai appelé un vecteur. Vecteur, c'est bon, ça vous avez déjà vu. Prenez un vecteur, 50, 30, 20, c'est 3 variables, d'accord? C'est le vecteur C44, C46 ici, hein, d'accord, en Excel. C'est les cas C44, C46. Et vous allez les combiner ligne à ligne avec un autre vecteur qui est le vecteur des salaires par catégorie. Ces deux vecteurs en même dimension, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier ça par ça, d'accord? Et vous allez les additionner. Donc vous allez faire somme prod, ou plutôt prod somme, comme vous voulez. On devrait dire plutôt prod somme d'ailleurs. Vous allez faire le produit de chacun des termes, les deux premiers termes du vecteur, et vous allez les sommer. C'est comme ça que vous faites quand vous calculez une moyenne pondérée. Vous avez des pondérations qui somment à 1. Ici, les pondérations somment à 1, d'accord, puisque c'est une structure. Et vous allez calculer votre moyenne en prenant les coefficients, enfin, les pondérations, et en les multipliant par chacune des notes et en additionnant le tout. Et éventuellement en divisant par la somme des pondérations. Bon, vous avez dû faire ça pour calculer votre note au bac. Donc, vous voyez que le W bar A, c'est simplement ce qu'on appelle en mathématiques un produit scalaire. C'est un produit scalaire de deux vecteurs. Je vais noter comme ça. Ce qu'on appelle la structure, c'est la pondération, d'accord? Et le signe mathématique, c'est bien le produit scalaire, c'est une bonne invention, c'est très pratique dans la vie courante. Le signe mathématique pour noter le produit scalaire, c'est A. Vous voyez comme un vecteur, c'est un vecteur qui a 3 dimensions ici, hein, d'accord? Et vous allez le combiner avec quoi? Avec le vecteur des salaires, d'accord? C'est ce qu'on appelle faire un produit scalaire. Donc, en Excel, ça s'appelle faire sum prod. Et en mathématiques, c'est ce qu'on fait un produit scalaire et on note ça avec un point. C'est pas une multiplication, d'accord? Une multiplication, si vous avez deux nombres, le produit des deux nombres, c'est le produit scalaire des deux nombres. Mais ce qui est important, c'est que le produit scalaire, vous pouvez le faire avec un vecteur, d'accord? Donc ici, en fait, vous voyez que la moyenne de A, c'est simplement la moyenne calculée en regardant la structure de A, STR, d'accord? C'est cette colonne-là, avec, c'est ça la structure, STRA, avec les salaires de A. Et les salaires de A, c'est ça, d'accord? Et donc, c'est ce que vous faites, c'est simplement un produit scalaire. Et bien sûr, vous faites la même chose avec SB, vous pouvez calculer le salaire moyen ici, je n'ai pas la formule Excel, on peut regarder dans Excel, ça donne après, mais ce n'est pas très intéressant. Vous allez combiner la structure de B
avec le salaire de B. D'accord? Et le problème, c'est que la différence qu'il y a entre A et B, il y a une partie de la différence qui vient de la structure et une partie de la différence qui vient des salaires, ligne catégorie par catégorie. Et ce que vous voudriez, c'est séparer les deux. C'est être capable de dire, mais tout simplement, si l'entreprise A avait la même structure que l'entreprise B, combien paierait-elle? Et là, vous observeriez que l'entreprise A paierait énormément plus que B. Hein, c'est ça que je dis. Imaginez que vous preniez l'entreprise A, mais que vous lui colliez la structure de B. Donc vous faites une espèce d'entreprise qui est une entreprise fictive dans laquelle vous allez prendre les salaires de A et la structure de B. Évidemment, cette entreprise, elle va énormément payer. Vous pouvez faire une autre entreprise fictive qui va avoir la structure de A avec les salaires de B. Celle-là, elle ne va pas du tout payer. D'accord? Et donc, essayez de réfléchir à ces questions de variation synthétique, d'indice synthétique, c'est justement construire des objets qui sont des objets dans lesquels vous recombinez en fait les structures et les salaires pour neutraliser les effets. Je m'explique. Mon idée, c'est de se dire, mais dans ces 19,1%, ok, il y a 19,1%, mais cet écart, il vient d'où? Il vient d'un effet de structure et il vient d'un effet sur les salaires catégorie par catégorie. Je veux séparer les deux. Exactement comme lorsque je vois que le PIB d'une économie a augmenté en euros courants de 5%, je veux séparer ce qui vient de l'augmentation des quantités, ce qui est vraiment produit, de ce qui provient de l'inflation, de l'augmentation des prix. C'est exactement pareil. D'accord? Et c'est ça le sujet du chapitre. Donc la réponse à la question, elle est assez simple. Elle peut être vue comme assez simple. Comment vous pouvez faire pour mesurer l'effet de structure? D'accord? Ben, effectivement, vous allez construire une entreprise, vous voulez mesurer l'effet de structure. Donc, vous allez faire comme si les salaires ne bougeaient pas, mais vous allez simplement regarder l'effet spécifique à la structure. Vous pouvez construire une entreprise qui aurait les salaires de A et la structure de B. Vous allez raisonner à salaire donné. Par exemple, vous allez considérer que les salaires de A sont donnés. Vous allez prendre ces salaires-là, d'accord, et vous allez lui mettre la structure de B et bien sûr la structure de A. Et là, vous pourrez savoir, vous pourrez mesurer quelle est la variation dans le salaire moyen qui provient d'une différence de structure entre A et B. Mais vous allez me dire, mais pourquoi j'ai choisi de fixer les salaires de A et pas les salaires de B? C'est une très bonne question. Parce que c'est A et l'autre c'est B. Donc j'ai pris la première. Après, on pourra réfléchir à ce qu'il va se faire quand on va faire la seconde. Et réfléchir si ça modifie beaucoup la réponse à notre question. La réponse à notre question, on la connaît déjà. On sait déjà qu'on a l'impression que B paye mieux que A en moyenne. Donc en fait, c'est complètement lié à la structure de B. Donc en fait, B paye moins que A en fait. Donc évidemment, c'est ce qu'on va trouver à la fin. L'effet de structure, il est défavorable à l'entreprise A. D'accord? Il est défavorable à l'entreprise A. Donc, comment on peut le voir? Bah, vous voyez, c'est ce que je fais ici. Rappelez-vous, normalement, moi, ce que j'avais fait jusqu'alors, c'est que j'avais comparé le B à A, vraiment, c'est-à-dire en prenant la structure de B et en la combinant avec les salaires de B, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais fait ensuite la structure de A et j'avais fait un produit scalaire avec les salaires de A. C'est ça que j'avais fait. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un salaire moyen qui est calculé en prenant la structure de B et en l'appliquant au salaire de A. Et puis, je vais le comparer. Donc, je vais supposer que les salaires de A ne sont pas modifiés. Que se passerait-il s'il y avait une entreprise fictive qui aurait les salaires de A et la structure de B? Et si on la compare à une entreprise qui aurait les structures de A et les salaires de A, c'est-à-dire l'entreprise A elle-même. D'accord? Vous voyez que quand je fais ce ratio ici, j'ai neutralisé l'effet des salaires, parce que j'ai fait comme si les deux salaires étaient les mêmes. D'accord? Mais attention, c'est un produit scalaire, parce que, évidemment, je pourrais être tenté de faire quelque chose qui est faux, mais que je fais quand même, qui est de se dire, bah, imaginez que ce ne serait pas un produit scalaire, d'accord? Finalement, ça veut dire que ça, vous pourriez l'éliminer. Évidemment que ça, c'est algébriquement faux. C'est vrai uniquement quand les grandeurs est simple. Mais quand la grandeur est complexe,
ne pouvez pas éliminer en haut et en bas. Pourtant, ce que vous comparez bien ici, c'est bien la structure de B à la structure de A. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas complètement stupide de le barrer, parce que vous repérez que ce que vous avez neutralisé, c'est les salaires de A. Et donc, si vous faites ce calcul, vous prenez la structure de B, vous prenez les salaires, vous filez les salaires. Donc les salaires, vous les connaissez, hein, je vous ai mis 1481, 2104, 3851. Et vous construisez une entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A. Et vous voyez que cette entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A, évidemment, c'est l'entreprise qui paye énormément parce qu'elle a une structure de qualification avantageuse avec des salaires élevés. Donc évidemment, elle paierait 2853 en moyenne. Et alors que l'entreprise A ne paye que 2142. Autrement dit, vous en déduisez que si B, donc ça veut dire 33,2%. Si B pratiquait les mêmes salaires par catégorie que A, le taux de variation du salaire moyen entre B et A serait de 33,2%. Donc, serait beaucoup plus élevé, serait de 33,2%. Or, ce que vous voyez, c'est que le taux de variation entre A et B, et non pas entre B et A, c'est plus 19,1%. Donc, ce que vous voyez, c'est que, en fait, la différence qu'il y a entre les deux, et cette différence, elle est énorme, parce que normalement, l'entreprise qui aurait la structure de B, elle devrait avoir des salaires 33,2% plus élevés que A. C'est l'effet lié à sa structure. Alors qu'en fait, ces salaires, ils sont plus élevés que de 19,1%. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est la différence de structure, de salaire qu'il y a catégorie par catégorie. Donc c'est ce que je dis dans le prochain transparent, d'accord? Évidemment, ouais, on aurait pu le faire, voilà, ça c'est l'effet qu'on a mesuré. Donc on a mesuré un effet de structure. Maintenant, il va falloir mesurer le deuxième effet, qui est l'effet de différence de salaire. Donc cet effet de différence de salaire, il est mesuré cette fois non plus à salaire fixe, mais à structure fixe. Vous neutralisez la structure, d'accord? Et là, bizarrement, mais vous allez comprendre pourquoi après, je fais comme si je mets par exemple structure de B. Imaginez que vous construisiez une entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A. Imaginez, ça serait l'entreprise la plus foireuse possible, parce que, en termes de salaire moyen, puisqu'elle aurait la structure de B, c'est-à-dire la structure de B, c'est une structure vraiment... Ah ben non, la structure de B, au contraire, ce serait une entreprise qui aurait... Non, bon, je ne sais pas ce qu'elle aurait, cette entreprise, pas très important. Elle aurait la structure de B et les salaires de A. Et cette fois, vous voyez que le produit scalaire que vous faites, c'est que vous prenez une moyenne avec la structure de B, scalaire, les salaires de B. Et vous allez prendre la structure de B et les salaires de A. Donc cette fois, ce que vous faites, c'est que vous comparez bien l'entreprise B à l'entreprise A, mais en neutralisant la structure. Vous comparez bien les salaires de B aux salaires de A, d'accord, à structure inchangée. La structure inchangée étant celle de B. OK? Et dans ce cas-là, vous voyez que le taux de variation des salaires à structure fixe de B par rapport à A, puisque vous comparez B à A, d'accord, ce taux de variation, c'est quelque chose qui est négatif et qui vaudrait moins 10,6%. D'accord? Maintenant, pour comprendre pourquoi j'ai fait ces calculs, il faut combiner l'ensemble. Et là, vous allez comprendre. Ça va être là. C'est ça. En fait, j'ai voulu décomposer la variation de 19,1% entre un effet de structure et un effet de salaire spécifique, propre à chaque catégorie. D'accord? Donc j'ai 19,1% d'écart, c'est ça. Ce 19,1%, c'est quoi? C'est effectivement la structure de B avec les salaires de B divisé par la structure de A avec les salaires de A. C'est simplement la moyenne pondérée de chacune des deux catégories. OK? Mais ce que je peux faire, c'est que, exactement comme je l'avais fait tout à l'heure pour l'effet report et puis l'acquis de variation, c'est que je peux très bien décomposer ce ratio-là, d'accord? Ce ratio. Vous voyez que je peux très bien mettre au numérateur et au dénominateur
mettre quelque chose qui est la structure de B avec les salaires de A, en haut et en bas. De sorte que ça et ça s'en va. Mais ça s'en va vraiment. D'accord? Vous voyez que dans ce produit, je peux mettre en haut et en bas quelque chose qui serait le salaire moyen qu'on obtiendrait avec une entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A. Et je le mets en haut et en bas. Et vous voyez qu'en faisant ça, eh ben, je fais apparaître mes deux termes. Ce terme-là, c'est quoi? Ce terme-là, c'est l'effet de structure de B, ça c'est bien l'effet de structure, de B par rapport à A. C'est quel serait le salaire d'une entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A, comparé à une entreprise qui a la structure de A et les salaires de A, c'est-à-dire l'entreprise A. Donc ça, c'est bien un effet de structure, puisque je compare bien la structure de B à la structure de A à salaire inchangé. Et ici, ce que j'ai, c'est un effet spécifique, puisque je fige la structure de B, c'est la même en haut et en bas, et je compare les salaires de B aux salaires de A. Donc, regardez ces deux termes. Ce premier terme, c'est bien ce que j'ai appelé l'effet de structure en neutralisant les salaires, en faisant comme si les deux entreprises avaient les salaires de A, d'accord? Et je compare B à A. Donc là, il apparaît que B, avec sa structure, a un avantage salarial qui serait de 33,2%, d'accord? Et après, le deuxième terme, c'est un terme dans lequel je fige la structure, je prends celle de B et je compare les salaires de B à A. Et là, je vois qu'en fait, l'entreprise B, catégorie par catégorie, elle paye moins ses salariés. 0,894. Et donc, l'effet total de 19,1%, d'accord, c'est la combinaison de deux effets qui vont en sens inverse. C'est ce qu'on avait bien compris. D'un côté, un effet de structure qui est très à l'avantage de B, ok, un effet de structure qui est très à l'avantage de B, donc qui devrait faire que si les salaires étaient les mêmes que l'entreprise A, l'entreprise B aurait une moyenne 33,2% plus élevée, d'accord? Et puis l'autre effet, c'est un effet qui fait que, voilà, que les salaires chez A, les salaires chez B en fait sont plus faibles que chez A à structure inchangée. De combien? De 894, c'est-à-dire de moins 10,6%. Et l'effet total, vous voyez que l'effet total qui est de 19,1%, en fait, il se décompose en deux morceaux. Un effet de structure qui est à l'avantage de B, parce que B a une structure de qualification qui est beaucoup plus avantageuse, et qui devrait mener à une différence de salaire qui est 33%. Et puis, évidemment, comme cette différence de salaire est en fait inférieure, c'est bien parce que l'entreprise B, il y a un effet de différence de salaire catégorie par catégorie, elle paye moins ses employés catégorie par catégorie. Donc, j'ai fait la décomposition. J'avais une grandeur complexe, le salaire moyen, je l'ai décomposé en deux morceaux, quelque chose qui vient de la structure et quelque chose qui vient des catégories de salaire. Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, je ne comprends pas ce que vous avez fait, parce que, ok, quand on regarde de près ce que vous avez fait, là, vous avez pris les salaires de A, vous avez figé les salaires de A, et là, vous avez figé la structure de B. Évidemment, c'est ma ruse. Ma ruse, ça a été le fait que, sur ce ratio, je le multipliais en haut et en bas par la structure du B par les salaires de A. C'est en haut et en bas. C'est ce qui fait que ce résultat est exact. Donc, pour l'effet de structure, je prends les salaires de A comme référence, et pour l'effet des salaires, je prends la structure de B comme référence. Vous voyez? C'est arbitraire. Je pourrais l'inverser. Ce que je pourrais faire, c'est, pour l'effet de structure, prendre les salaires de B comme référence, et pour l'effet de salaire, prendre la structure de A comme référence. Donc, je peux, en fait, et c'est exactement ce que je fais en dessous, proposer, évidemment, une autre décomposition. Et cette autre décomposition, évidemment, elle doit me donner un peu, elle décompose la même chose, mais elle le décompose d'une autre manière, très légèrement différente. C'est que, au lieu de comparer, quand je compare la structure de B et la structure de A, je vais utiliser comme référence non pas les salaires de A, mais les salaires de B. Et quand je compare la structure de les salaires de B aux salaires de A, je vais prendre comme référence non pas la structure de B, mais la structure de A. C'est une autre manière de décrire la même chose. Donc c'est ce que je fais ici. Même calcul, je prends un produit scalaire,
La structure de B avec les salaires de B, ça c'est bien la moyenne. La structure de A scalaire, les salaires de A, ça c'est bien la moyenne, d'accord? C'est la même chose que ce qu'il y a au-dessus, hein. Ça vaut aussi 1,191, il y a aussi 19,1%. Donc bien sûr, c'est le même phénomène qu'on cherche à mesurer, mais cette fois, pas plus subtilement. Ce que je fais, c'est que je propose un truc un peu différent. C'est que ce que je fais apparaître là, comme terme en haut et en bas, c'est pas la combinaison de STRB et salaire A, c'est STRA et salaire B. D'accord? J'inverse les deux. Du coup, vous voyez que ceci, ce premier morceau, d'accord, c'est bien la mesure d'un effet de structure, mais simplement il est un petit peu différent de l'autre parce que je vais construire une entreprise fictive au dénominateur qui aurait la structure de A avec les salaires de B. Alors qu'avant, j'avais quelque chose au numérateur qui avait la structure de B avec les salaires de A. Mais vous voyez bien que ce que je fais, c'est que je compare bien les deux structures à salaire inchangé. Donc c'est bien un effet de structure que je mesure. Simplement, je compare plus, j'ai construit un truc fictif, je compare plus de la même manière. Mais c'est bien la même chose que je cherche à mesurer. C'est bien, vous voyez qu'au dénominateur, au numérateur, vous avez la structure de B et la structure de A. Simplement, vous l'avez combiné avec les salaires de B ou avec les salaires de A. Donc ça, c'est bien un effet de structure. Et de la même manière, réciproquement, dans l'autre sens, c'est la conséquence logique. C'est que si maintenant, vous mettez ici cette quantité-là, c'est quoi? C'est vous comparez le salaire de B au salaire de A dans une entreprise qui aurait la structure de A, et non plus la structure de B comme précédemment. D'accord? Et vous voyez que ça vous donne un résultat qui est légèrement différent, qui est indiqué là, que j'ai calculé, donc vous pourriez le vérifier, qui est que cette fois, ce ratio-là vaut 34,9%. Évidemment, ça ne peut pas changer totalement ce qu'on a mis en avant. Si tout d'un coup on se rend compte que les effets ne vont plus du tout dans le même sens, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? On est bien d'accord que si l'entreprise B paye mieux en moyenne, c'est parce qu'elle a une structure qui est beaucoup plus avantageuse. Bon, de combien? C'est un peu difficile à mesurer, c'est ce qu'on fait là. Vous voyez que si vous calculez ça, vous trouvez 34,9%. Auparavant, on avait 33,2%. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pas très éloigné, hein. Et si vous comparez les différences de salaire, vous avez ici un écart qui est de moins 10,8. Non, moins, si c'est ça. Je sais plus, oui. Moins 10,8%. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc la conclusion qu'on voit, c'est qu'effectivement, dès que vous avez une grandeur complexe, c'est quelque chose qui s'exprime sous la forme d'un produit scalaire. Avec des vecteurs. C'est un somme prod. Donc, dans l'économie, la plupart des grandeurs sont complexes, évidemment. Le PIB est une valeur complexe, puisque vous allez additionner des torchons et des serviettes. Vous allez prendre le prix des torchons, multiplié par quantité de torchons, plus le prix des serviettes, multiplié par quantité de serviettes. D'accord? Donc c'est une grandeur complexe parce que c'est un produit scalaire. Une valeur, la valeur, c'est un scalaire, d'accord? C'est le PIB que vous mesurez. C'est tout le temps, voilà, un produit scalaire entre des prix et des quantités. C'est un sum prod. Donc nécessairement, quand vous cherchez à regarder d'où vient la variation, delta ça veut dire la variation, d'où vient la variation de V, d'où vient la variation du PIB, il y en a une partie qui vient de la variation de P et l'autre qui vient de la variation de Q. Exactement comme je l'ai fait ici pour l'entreprise. Donc l'objectif du chapitre, c'est juste de faire ça, mais de manière plus généralisée. D'accord? Et donc c'est ça qu'on va introduire maintenant en regardant les indices de Lasper et de Pache. En fait, on va le faire en regardant ça non plus dans l'espace comme l'entreprise A et B, mais en regardant ça dans le temps, comme la date 1 et la date 0. La date 0 et la date T. Mais le principe du calcul est exactement le même. D'accord? Bon, ici, il y a un truc un peu différent, c'est qu'éventuellement, dans mon histoire de structure, une structure, ça somme à 1. Une structure, c'est quelque chose qui va être des pourcentages, des pondérations. Mais ça ne change pas fondamentalement la donne. D'accord? Puisqu'on voit bien qu'il peut y avoir un effet de structure, alors que la somme de la structure vaut tout le temps 100%. D'accord? Ce qui compte, c'est sa structure, ce n'est pas la somme. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Oui? Le quoi, le quoi? 19,1%, c'est l'écart. Si vous mesurez la différence de salaire entre les deux entreprises, en moyenne, vous mesurez
le salaire comme étant le salaire moyen de l'entreprise. Donc c'est bien la pondération, la moyenne pondérée par la structure des salaires pratiqués catégorie par catégorie dans A et dans B. Et le coefficient multiplicateur, c'est 1,191. Donc ça signifie que l'entreprise B paye en moyenne ses salariés 19,1% plus cher. Et simplement, ça provient du fait qu'il y a plus de cadres dans l'entreprise B, qu'elle a une structure qui est plus avantageuse. D'accord? Et donc, pour le voir, on a construit deux entreprises fictives, une entreprise qui aurait les salaires de A et la structure de B, ou une entreprise qui aurait la structure de A et les salaires de la structure de B et les salaires de A. D'accord? Et selon ce que vous avez fait, ce que vous comparez, vous avez deux manières de le décomposer. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les indices de Lasper et les indices de Pache. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre. Ok, j'y vais. Bon, pour commencer par ça, donc les indices synthétiques, c'est les indices de Lasper et les indices de Pache. Donc essayez de toper l'orthographe de Lasper et de Pache, sachant que ce sont deux statisticiens allemands. C'est une question très pratique, d'accord? On cherche à mesurer ce qu'on appelle l'inflation, ou plutôt l'indice des prix à la consommation. Indice des prix à la consommation, l'IPC. De combien a augmenté les prix du panier que vous consommez? Évidemment, vous voyez que la difficulté là-dedans, c'est que le panier que vous consommez d'une année à l'autre, sa structure se modifie. Les quantités de ce que vous achetez se modifient. Pire encore, il y a des nouveaux biens qui apparaissent. Il y a des biens qui disparaissent. Donc évidemment, si aujourd'hui vous regardez la structure d'un panier de consommation, et vous la comparez il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, vous voyez, aujourd'hui vous avez plein de, de forfaits téléphoniques, de trucs comme ça, qui n'existaient pas du tout il y a 5 ans. Donc ça change, ça change pas au cours des siècles. Ça change assez rapidement. Et même maintenant, il y a plein de prix que vous mesurez, que vous payez, qui ne sont même pas forcément associés à des consommations faciles à mesurer. D'accord? Vous êtes abonné à Netflix, vous êtes encore, ça peut encore passer, mais vous allez acheter des petites options ou des add-ins, je ne sais pas quoi, sur des applications, de trucs. Comment on fait pour mesurer tout ça? C'est beaucoup plus compliqué que ce que je fais là. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, là, je fais de l'économie du XXe siècle ou du XIXe siècle. Quand les gens consommaient des carottes et des poires, voilà. C'est encore plus compliqué aujourd'hui, notamment parce qu'il y a de la gratuité, ce qu'on pensait être de la gratuité. Mais comment on fait? On est d'accord que la manière de faire, c'est, si on le fait entre 2011 et 2012, ce que fait l'INSEE, c'est qu'il va construire un panier type, d'ailleurs il le fait catégorie par catégorie, qui est un panier type qui est le panier de référence pour l'année 2011. Donc pour ça, il calcule ce qu'on appelle les coefficients budgétaires, c'est-à-dire les parts de chacune des consommations dans le panier total pour le ménage moyen. Et là, ça discute. D'accord? C'est ce qu'il fait ici. Donc évidemment, il a une nomenclature pour ça. Hein. Il va mettre alimentation et boissons alcoolisées, etc. Il a décidé une nomenclature. Une nomenclature qui est à peu près uniformisée sur toute la planète pour que les prix soient comparables d'un pays à un autre. Ensuite, il va regarder bien par bien, ou sous-panier de biens par sous-panier de biens. C'est déjà une construction, un sous-panier de biens. D'accord? De combien ont augmenté les prix de chacune des catégories. Donc, il va dire, alimentation et boissons non alcoolisées, ça a augmenté de 3,1%. Déjà, pour arriver à ce résultat-là, vous voyez bien qu'on a déjà agrégé, d'accord? C'est compliqué. Et puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'indice de prix 2012 par rapport à 2011, d'accord? Et puis, ça paraît assez intuitif, de prendre les coefficients budgétaires 2011, comme étant la structure du panier de biens consommés, et de faire la moyenne pondérée des indices par cette structure. D'accord? Vous voyez bien que là, il est aussi question de structure et d'indices, donc on va retrouver sur mes problèmes de grandeur complexe. Donc un indice de prix à la consommation, ça se calcule en faisant une somme pondérée d'indices élémentaires par des pondérations de l'année précédente. D'accord? Faire ça, c'est ce qu'on appelle construire un indice de Lasper des prix. Et dans tous les pays du monde, l'indice d'inflation ou l'indice d'évolution des prix, c'est un indice de Lasper, ou un taux de croissance de Lasper, si vous préférez, parce que vous regardez, c'est la variation de l'indice. D'accord? Donc ça, c'est faire un Lasper.
c'est un point qui est important parce que, mine de rien, le taux d'inflation que vous avez, l'indice des prix à la consommation, c'est celui sur lequel vous allez pouvoir, je sais pas, organiser des négociations salariales, vous allez décider de la rémunération du livret A, vous allez organiser la politique monétaire autour de ça, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est utilisé dans l'économie après, c'est une information qui est utilisée dans l'économie. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une base rationnelle, ou en tout cas davantage expliquer le calcul que je viens de faire ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la plupart des grandeurs économiques qu'on mesure dans le temps sont ce qu'on appelle des agrégats. Des agrégats. Donc un agrégat, c'est le PIB, la consommation, l'investissement, etc., les importations, etc. Les agrégats, c'est quoi? C'est une somme de grandeur élémentaire. D'énormément de grandeur élémentaire. Donc un agrégat, c'est quelque chose qui résulte d'une somme prod sur un tableau Excel. Vous allez prendre des prix, vous avez N biens, N peut-être quasiment infini, vous avez N biens dont les prix sont P1, P2, etc., que vous pouvez peut-être observer, d'accord? Vous connaissez le prix de la pomme, vous allez voir sur le site de l'INSEE. Bon, après, évidemment, il y a plusieurs types de pommes, c'est compliqué déjà, la question se pose. Vous connaissez la quantité de pommes consommées, et puis vous additionnez de cette manière-là pour obtenir une grandeur synthétique qui est l'agrégat. Donc si vous avez N biens, ce que vous faites, c'est un sum prod. Ou plutôt, c'est un prod sum, comme vous voulez. Sur Excel, c'est sum prod. Et pour nous, mathématiquement, ça consiste à faire des prods de chacun des éléments et ensuite de les sommer. OK? J'imagine que chez Leclerc, vous savez comment calculer votre panier de biens. Donc, je ne suis pas inquiet sur ça, quoi. On peut s'inquiéter, mais c'est comme ça que vous faites. Donc, mathématiquement, on peut le noter comme ça, ce qui est extrêmement lourd. Vous pouvez le noter comme étant la somme, sigma, c'est-à-dire la somme, de I égale 1 à N, I étant l'indice des biens, des PI fois QI. D'accord? Vous avez déjà rencontré ce type de notation? C'est juste l'utilisation d'un indice qui est somme. Vous allez faire la somme, sigma, grand sigma, c'est la lettre grecque sigma, la somme de I égale 1 à N des PI fois QI. Vous allez faire défiler les I de 1 jusqu'à N et vous allez sommer les prods. C'est bien un somme prod, d'accord? Bon, peut-être que nous, on peut être plus rapide parce que comme on est beaucoup plus fort en mathématiques et on n'a pas besoin de multiplier des notations qui ne sont pas forcément utiles, moi, j'ai appelé ça un produit scalaire. Vous prenez le vecteur des prix, qui a une composante, vous prenez le vecteur des quantités, vous le multipliez, terme à terme, et vous trouvez le résultat, d'accord? C'est ce que je note moi, et vous allez voir que c'est pratique, hein, dans les notations, ça permet d'accélérer, ça évite de faire le somme de I égale 1 à N, que les étudiants ne comprennent pas, etc. Ça évite de mettre des indices partout. P, ici, c'est évidemment un vecteur, c'est pas une quantité, c'est un vecteur. Q, c'est un vecteur. Et il faut que les deux soient de la même dimension. Si vous voulez calculer la valeur, il faut que vous ayez autant de prix que de quantité, sinon vous n'allez pas y arriver, d'accord? Donc ça, c'est un produit scalaire. Maintenant, la question est simple. Maintenant, vous voulez regarder comment X évolue de 0 à T. D'accord? Donc, X, c'est la valeur. C'est quoi? C'est P0 scalaire Q0. Et XT, c'est PT scalaire QT. Et ce qui va vous intéresser, vous, c'est de regarder dans l'évolution de X de 0 à T, ce qui provient du mouvement des prix et du mouvement des quantités. Le problème, c'est que le mouvement des prix, comme c'est un vecteur, c'est difficile à mesurer. Il y en a un qui va baisser, l'autre qui va monter, etc. Mais vous, il faut que vous répondiez à la question. Est-ce que les prix ont augmenté ou baissé? On ne va pas vous demander est-ce que le prix de la pomme, le prix de l'orange. Est-ce que globalement, les prix ont augmenté ou pas? Est-ce que le pouvoir d'achat a augmenté? D'accord? Donc c'est ça la question qu'on va vous poser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de décomposer l'évolution de X en quelque chose qui provient de l'évolution des prix et quelque chose qui provient de l'évolution des quantités. D'accord? OK. Concrètement, donc effectivement, vous voyez qu'un indice de valeur, la valeur, c'est une grandeur. Donc, si vous cherchez à mesurer l'évolution de la valeur, vous allez calculer un indice qui est un indice élémentaire de valeur. La valeur, c'est pas une grandeur complexe, mais vous la mesurez une fois. Donc, si vous calculez l'indice de valeur, je ne sais pas pourquoi il y a un A ici, hein. Bon, ça peut être pour valeur. Si vous calculez l'indice de valeur,
voyez que ce que vous allez faire, vous allez comparer xt à x0, c'est xt divisé par x0 multiplié par 100. Vous cherchez un indice base 100, année 0. D'accord? Donc vous allez faire ce calcul un peu complexe. Ou encore, celui-là. D'accord? Donc là, attention, vous voyez, c'est compliqué parce qu'il y a un double indice. Il y a un indice pour les biens et un indice pour les dates. Donc au bout d'un moment, on finit un peu par se compliquer la vie. D'accord? Cette grandeur, c'est simplement en haut PT scalaire QT et en bas P0 scalaire Q0 multiplié par 100. D'accord? Et ce que vous voudriez, vous, c'est décomposer ça. C'est exactement ce qu'on faisait pour l'entreprise A et pour l'entreprise B. L'entreprise A, on avait la structure, les salaires. L'entreprise B, on avait la structure et les salaires. Là, c'est plus la structure, c'est les prix et les quantités. Mais c'est exactement pareil. Vous voulez neutraliser, regardez l'évolution des quantités en neutralisant l'évolution des prix. Ben, vous allez fixer les prix. Vous voulez regarder l'évolution des prix en neutralisant l'évolution des quantités. Vous allez fixer les quantités, neutraliser les quantités. Ça, c'est faire des indices de Lasper ou des indices de Pasch. On va voir. Donc j'y vais. Donc ça, c'est regarder dans mes notations. Gardez la notation qui est pas mal aussi. C'est IT sachant 0, puisque c'est en base 100 année 0. D'accord? Et là, pour faire bien, ça c'est l'indice de la valeur. Donc l'indice de la valeur, je mets directement P scalaire Q, ça veut dire la valeur. D'accord? C'est ça, hein. C'est IVA, IT 0, P scalaire Q. Ok. Bon. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné, mais que en fait je n'avais pas bien donné, c'était l'exemple des salles de cinéma, ou je ne sais plus, la semaine dernière. S'il n'y avait qu'un seul bien, cette question serait élémentaire. D'accord? S'il n'y avait qu'un seul bien, cette question serait élémentaire. Pour un indice élémentaire, bah, imaginez qu'il n'y ait qu'un seul bien. Donc, un seul bien, c'est un bien dont le prix serait P. Ce n'est pas la peine de mettre PT. Imaginez qu'il y ait un seul bien. Dans ce cas-là, les choses sont très simples. La valeur, c'est P, non pas scalaire Q, mais P fois Q. D'accord? Ok? Donc là, vous avez bien mis, j'ai mis une croix, pour bien signifier que c'est une multiplication. C'est un scalaire. Donc on est OK que dans ce cas-là, évidemment, l'indice élémentaire des valeurs, c'est simplement égal à PTQT, PT fois QT, divisé par P0 fois Q0, multiplié par 100. Je ne vais pas inventer la poudre. D'accord? Évidemment, ça, je peux le diviser en deux morceaux. Comme je connais les propriétés de la multiplication et de la division, je sais que PT fois QT divisé par P0 fois Q0, ce n'est rien d'autre que PT divisé par P0 fois QT divisé par Q0 multiplié par 100. Autrement dit, je sais quoi? Je sais que l'indice des valeurs, IT0, c'est l'indice des prix divisé par 100. Parce que n'oubliez pas, hein, PT sur P0, c'est bien l'indice des prix divisé par 100. Indice élémentaire. Multiplié par l'indice des quantités divisé par 100. Donc, j'aboutis à une relation qui est très simple. Le tout multiplié par 100. D'accord? J'aboutis à une relation qui est tout à fait simple, qui est que l'indice, pour un indice élémentaire, l'indice des valeurs, c'est l'indice des primes multiplié par l'indice des quantités. Évidemment que ce calcul, il ne va plus fonctionner pour un indice synthétique. Parce que quand vous avez un indice synthétique, ce calcul, vous ne pouvez plus le faire, parce que ce que vous faites, c'est plus une multiplication, c'est un produit scalaire. Vous avez compris qu'un produit scalaire, on ne peut pas diviser en haut et en bas. C'est une grandeur complexe. Donc le problème qu'on a, c'est celui-là. C'est qu'on n'est plus capable, nous, rappelez-vous, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On a pris la différence entre les salaires de A et les salaires de B, et on l'a décomposé entre un effet de structure et un effet spécifique. D'accord? Ben là, c'est exactement pareil, je vais faire pareil. Oui? Comment? Ben parce que c'est la définition d'un indice. Un indice, c'est 100 fois la valeur divisée par l'autre. Donc,
PT fois QT divisé par P0 fois Q0, ça fait bien PT divisé par P0, multiplié par QT fois par Q0. Ça, vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Et maintenant, l'indice, c'est 100 fois PT divisé par P0. Donc il faut bien que je divise par 100 pour que ceci soit égal à PT sur P0. Écrivez-le. Un indice en bas 100, c'est toujours 100. Donc si vous multipliez deux indices en bas 100, ça vous fait 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc il faut bien que, pour que vous retombiez sur vos pieds, que vous rediviez le tout par 100. D'accord? C'est pour ça que c'est bien de raisonner directement sur les coefficients multiplicateurs plutôt que d'être sur des indices, parce que les indices, à chaque fois, ils sont multipliés par 100, donc il faut toujours les rediviser par 100 pour obtenir des coefficients multiplicateurs. Mais c'est juste une question de normalisation, de rescaler. OK. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour regarder les variations des prix entre 0 et t, on va raisonner à structure de quantité donnée. On va figer les quantités à la date initiale ou terminale et calculer l'indice de variation des prix associés. Pour faire les variations des quantités, on va faire l'inverse. On va figer la structure des prix. La question, c'est de savoir à quelle date vous allez la figer. Exactement comme tout à l'heure, on a choisi l'entreprise A ou B comme référence. Et bien, selon que vous le figiez à la date initiale ou à la date terminale, on appelle ça un indice de Lasper, un indice de Pache. J'ai juste, parce que ça, c'est pas très important, c'est quoi un indice de Lasper? Vous allez tout de suite comprendre. Un indice de Lasper, c'est tout simplement une situation où, d'abord, c'est un indice de Lasper des prix. Donc, comment je le note? Je le note L de T par rapport à 0, d'accord, des prix. Donc, ce que je veux comparer quand je calcule un indice de Lasper des prix de T bassant année 0, c'est en bassant année 0, donc il faut que je multiplie quelque chose par 100, un coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux comparer les prix l'année T au prix l'année 0. C'est ça que je veux faire. Le problème, c'est que cette écriture n'a aucun sens, puisque P, c'est un vecteur. Il y a plusieurs prix. Donc, je ne peux pas diviser un vecteur par un autre vecteur. D'accord? Je ne peux pas le calculer. Ça. Je pourrais le calculer uniquement dans le cas d'un scalaire. Ben, ce que je fais quand je calcule un indice de Lasper, c'est que je vais figer les quantités aux quantités initiales. Donc, les prix, je vais les pondérer en quelque sorte, ou je vais faire comme si les quantités entre 0 et t n'avaient pas évolué. Donc, je vais construire un panier fictif qui combinerait les prix de la date t avec les quantités de la date 0. Et je vais le comparer au panier qui a les prix de la date 0 et les quantités de la date 0. Donc, évidemment, qu'en faisant ça, d'accord, vous voyez bien que ce que je compare, c'est bien un effet prix, c'est bien les prix de la date t au prix de la date 0. Parce que l'effet quantité ici, il joue un rôle, je ne peux pas le barrer. Et vous voyez que je prends la même référence, les mêmes quantités. J'ai figé les quantités. D'accord? Donc c'est tout simple de calculer un indice de Lasper, en fait. Calculer un indice de Lasper, c'est juste, ici c'est un indice de Lasper des prix, d'accord? Et je vais prendre les quantités de la date initiale. Initiale. Quand je vais faire Pache, je vais prendre les quantités de la date terminale, on verra après. D'accord? Je vais prendre Q0 ou Qt. Exactement comme vous avez pris les salaires de A ou les salaires de B. Ben là, je prends Q0 parce que c'est un indice de Lasper. D'accord? Donc vous voyez, après, les notations, elles sont un peu lourdes. Franchement, ça ne sert à rien d'écrire tout ça, c'est super lourd. Vous avez n bien, vous avez deux dates. La date t, la date 0, vous écrivez le truc, vous mettez la somme de machin, etc. etc. D'accord? Avec vos produits scalaires, si vous avez bien compris, vous comparez PT à P0. Évidemment, ça n'a pas de sens parce que c'est un vecteur. Donc, il faut que vous preniez une structure pour comparer ce vecteur. Et cette structure, ce sont les quantités de la date 0. Donc, c'est scalaire Q0, scalaire Q0. Et bien sûr que ça et ça, vous ne pouvez pas les enlever. D'accord? Je les enlève comme ça fictivement, pour bien noter que c'est bien PT sur P0 qu'on compare. Et ça joue un rôle. OK. Donc, exemple, ici, on nous donne un tableau. On pourrait le faire sur Excel. Voilà, on nous dit, voilà, on va le faire, parce que comme on nous dit, voilà, on a des croissants et des brioches. Ça, ce sont les quantités. Donc, les vecteurs quantités, c'est ça.
Ils sont comme ça, en ligne. Et puis là, on a les prix aux différentes dates, aux 3 dates. D'accord? Et là, on a l'évolution du panier, la valeur du panier. Donc on est d'accord que pour calculer entre 1 et 0, donc on veut calculer ici, on veut comparer ces deux dates, entre 1 et 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner au numérateur les prix de 1, puisque c'est entre 1 et 0, avec les quantités de 0, et au dénominateur, les prix de 0 avec les quantités de 0. Le tout multiplié par 100. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les quantités de 0, c'est ça, d'accord? Donc celle-là ne bouge pas. Et vous allez comparer, ici, vous allez utiliser les prix des deux. Donc au numérateur, vous faites un panier fictif que vous ne consommez jamais, qui sont les quantités de 0 avec les prix de 1. Donc ça fait 60 fois 1, d'accord? 60 fois 1, chez un sum prod, un produit scalaire, plus 24 fois 2,2. 24 fois 2,2, ça doit faire un certain nombre. Ça fait, fait 52,8. Je mets, j'écris 24 fois 2,2. Donc 2,20 €, d'accord? Ça vous fait le prix d'un panier dans lequel vous auriez les quantités de 0 et le prix de 1. Et puis, au numérateur, là, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. C'est 96. Bon, on peut vérifier que c'est juste. C'est 60, c'est les mêmes quantités, fois 0,8, plus 24 fois 2, d'accord? Et ceci, c'est exactement égal à 96. On l'a déjà ici, d'accord? Puisque la valeur du panier, c'est P scalaire Q. Limite, c'était même pas la peine de le calculer. Et donc, le panier fictif, il vaut 112,8, d'accord? C'est pas un panier que vous consommez. C'est un panier qui aurait les prix de 1 et les quantités de 0. Donc vous avez bien neutralisé l'évolution des quantités. Vous trouvez 1,175. Donc ça veut dire que les prix auraient augmenté de 17,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les quantités avaient été inchangées, alors vous auriez payé 17,5% plus cher le même panier. D'accord? C'est ça l'indice des prix à la consommation, l'indice d'inflation. Ça revient à faire ce calcul. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Ok. On peut également calculer, on le fait rapidement pour dire qu'on a fini là. Je suis stressé aujourd'hui parce que je suis en retard. Si maintenant vous voulez calculer L2 0, d'accord? Qu'est-ce que vous mettez en haut? En bas, vous mettez P0, Q0. Et en haut, P2, Q0. Donc P0, Q0, c'est 96, vous le connaissez déjà, d'accord? C'est ça P0, Q0. Et P2, Q2, P2, Q0, c'est 1,2 fois 60 plus 2,4 fois 24. D'accord? J'ai bien pris les quantités 0 et j'ai fait un scalaire avec les prix. 35%. Celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est L de 1. Donc attention, c'est par rapport à 1. Donc cette fois, vous mettez P1, Q1 en bas, puisque vous comparez par rapport à 1. OK? Et en haut, vous mettez P2, Q1, parce que c'est l'année initiale. Q1 fois 100. D'accord? Donc P1, Q1, vous le connaissez, c'est 165. Donc vous l'avez déjà. D'accord? Et l'autre, c'est P2, Q1. Donc c'est les quantités de 1 avec les prix de 2. C'est 99 fois 1,2 plus 30 fois 2,4 plus 15,6%. OK? C'est juste une définition. Après, il faut faire les calculs et pas se tromper dans le calcul. C'est pas très compliqué. D'accord? OK, donc on se retrouve après les vacances alors. Oh là là. N'oubliez pas qu'à la rentrée, il y aura une interro qui portera sur les chapitres 1 et chapitre 2. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous continuiez à travailler ça tout seul en regardant les vidéos. Voilà. À bientôt en tout cas et passez d'excellentes vacances alors.
L'apéro, ça va être un PCR? Bien sûr. Ah oui? Ouais.